l'an 260 après Jésus-Christ. Rome vient de vivre l'humiliation la plus totale de son histoire millénaire. Pour la première fois depuis sa fondation, un empereur romain est tombé vivant aux mains de l'ennemi. Valérien, qui régnait sur le plus grand empire du monde connu, finit ses jours prisonnier du roi perse Shapur Ier. Mais cette catastrophe n'est que le point culminant d'une série d'événements qui ont bouleversé l'Orient romain et vidé Antioche, la troisième ville de l'Empire, de ses centaines de milliers d'habitants. Pour comprendre cette tragédie, il faut remonter 20 ans en arrière, quand un jeune roi ambitieux monte sur le trône de Perse. Shapur Ier devient roi des rois en 240, héritant d'un empire fondé par son père Ardashir, qui a renversé la dynastie Parthe en 224. Contrairement aux Parthes, qui se contentaient de défendre leurs frontières, Shapur veut conquérir, dominer, humilier Rome. Il a grandi en entendant les récits des victoires romaines sur son peuple, et chaque défaite perse résonne dans sa tête comme un affront personnel. Shapur n'est pas un roi ordinaire, c'est un stratège brillant, un organisateur méthodique, un homme qui comprend que la guerre ne se gagne pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les esprits. Il observe l'Empire romain avec attention et ce qu'il voit le réjouit. Rome traverse la pire crise de son histoire. En 50 ans, entre 235 et 284, plus de 50 empereurs se succèdent, la plupart assassinés par leurs propres soldats. Les légions qui faisaient trembler le monde sont devenues des machines à proclamer des généraux ambitieux qui se font la guerre entre eux. Les frontières romaines ressemblent à du gruyère. Au nord, les Germains franchissent le Rhin et le Danube presque à volonté. À l'est, les Perses rêvent de reconquérir les provinces perdues depuis Alexandre le Grand. Le trésor impérial est vide, l'économie s'effondre, les monnaies sont dévaluées, l'inflation galope. Les citoyens n'ont plus confiance en rien ni personne. C'est dans ce chaos que Shapur va frapper. Antioche, perle de l'Orient romain, incarne tout ce que Rome a de plus précieux. Fondée en 300 avant Jésus-Christ par Séleucos Nicator, général d'Alexandre devenu roi, elle porte le nom du père de son fondateur, Antiochos. La ville s'étend sur les rives de l'Oronte, au pied du mont Silpius, à une vingtaine de kilomètres de la Méditerranée. Son emplacement géographique en fait un carrefour commercial exceptionnel. Les caravanes venues de Chine, d'Inde, d'Arabie convergent vers ces marchés. L'or, la soie, les épices, les pierres précieuses circulent dans ces rues. Sous la domination romaine depuis 64 avant Jésus-Christ, Antioche est devenue la capitale de la province de Syrie. Au 1er siècle de notre ère, elle compte déjà 500 000 habitants, ce qui en fait la troisième ville de l'Empire après Rome et Alexandrie. Son avenue principale, large de 30 mètres, s'étire sur plusieurs kilomètres, bordée de 3200 colonnes qui la protègent du soleil écrasant. Cette avenue, offerte par Hérode le Grand, sépare le quartier d'Épiphanie du reste de la cité. Les monuments d'Antioche rivalisent avec ceux de Rome. Le palais impérial abrite les empereurs quand ils viennent diriger les campagnes contre les Perses. Les thermes, construits par plusieurs empereurs successifs, sont des merveilles d'architecture. Le théâtre peut accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. L'amphithéâtre résonne des combats de gladiateurs. Le stade voit s'affronter les meilleurs athlètes de l'Empire. Les temples dédiés aux dieux gréco-romains rivalisent de splendeur. À Daphné, faubourg d'Antioche, situé à quelques kilomètres, un bois sacré consacré à Apollon attire les pèlerins de tout l'Orient. Le sanctuaire est célèbre pour ses fêtes qui dégénèrent souvent en orgies dont la réputation dépasse largement les frontières de l'Empire. Les riches Antiochiens y possèdent des villas somptueuses entourées de jardins où coulent des fontaines alimentées par les eaux abondantes de la région. La population d'Antioche reflète la diversité de l'Empire. Les Grecs forment l'élite cultivée qui parle la langue d'Homère et de Platon. Les Syriens hellénisés constituent la masse des artisans et commerçants. Les Juifs, présents depuis la fondation de la ville, jouissent des mêmes droits que les autres citoyens, privilèges rares dans l'Antiquité. Les chrétiens, de plus en plus nombreux, ont fait d'Antioche l'un des 5 patriarcats de leur Église. C'est même à Antioche que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. L'économie antiochienne repose sur l'artisanat de luxe. Les tisserands produisent des étoffes dont la finesse et les couleurs éblouissent les acheteurs. Les joailliers créent des bijoux qui ornent les patriciens romains.
Les souffleurs de verre fabriquent des objets d'une délicatesse extraordinaire. Les ateliers de mosaïque emploient des centaines d'artistes capables de créer des compositions qui racontent des histoires entières avec de minuscules morceaux de pierre colorés. Cette richesse fait d'Antioche une cible prioritaire pour Shapur. En 241, un an seulement après son couronnement, il lance un premier raid sur la ville. L'attaque est rapide, brutale, destinée à tester les défenses romaines. Les Perses pillent les faubourgs, massacrent quelques garnisons, puis se retirent en emportant un butin considérable. Ce raid révèle une vérité terrifiante. Antioche est vulnérable, Rome réagit. L'empereur Gordien III, qui n'a que 20 ans, rassemble une armée et marche vers l'est en 243. La bataille se déroule près de Rhésaïna. Les sources divergent sur l'issue du combat. Certaines affirment que Gordien a remporté une victoire éclatante. D'autres racontent qu'il est mort pendant la bataille, tué soit par les Perses, soit par son propre préfet du prétoire, Philippe l'Arabe, qui convoitait le trône. Ce qui est certain, c'est que Philippe négocie rapidement la paix avec Shapur en 244, lui versant une somme énorme et abandonnant plusieurs territoires contestés. Cette paix n'est qu'une trêve. Shapur utilise ces années pour consolider son armée, améliorer son équipement, perfectionner ses tactiques. Il observe Rome, qui s'enfonce toujours plus profondément dans le chaos. En 249, l'empereur Dès lance une persécution massive contre les chrétiens, créant des tensions internes dans tout l'Empire. En 251, Dès meurt en combattant les Goths. Son successeur Trébonien Gall ne règne que 2 ans avant d'être assassiné par ses propres soldats. Shapur comprend que le moment est venu. En 252, il lance une offensive massive contre l'Orient romain. Son armée traverse l'Euphrate et déferle sur la Syrie comme un raz de marée. Les villes tombent les unes après les autres. Nisibin, Carès, Édesse, toutes ces places fortes qui devaient protéger l'Empire s'effondrent. Les garnisons romaines, mal commandées, mal équipées, démoralisées, ne peuvent pas résister à la cavalerie perse qui frappe avec la vitesse de l'éclair. Antioche se prépare au siège. Les murailles sont en bon état, récemment renforcées sous plusieurs empereurs. Les réserves de nourriture sont importantes. Les puits à l'intérieur de la ville garantissent l'approvisionnement en eau, même en cas de siège prolongé. Les citoyens se persuadent qu'ils peuvent tenir jusqu'à l'arrivée d'une armée de secours venue d'Occident. Mais Antioche a un problème que personne n'a anticipé. Un notable nommé Mariadès, dont les motivations restent obscures, décide de collaborer avec les Perses. Peut-être cherche-t-il le pouvoir pour lui-même. Peut-être pense-t-il naïvement qu'une soumission rapide évitera le massacre de la population. Peut-être a-t-il été acheté par leurs Perses. Les sources antiques ne donnent pas d'explication claire, mais ces actions vont sceller le destin de la ville. Mariadès prend le contrôle d'Antioche, probablement par un coup de force contre les autorités romaines légitimes. Quand l'armée de Shapur arrive devant les murailles, les portes s'ouvrent. Les Perses entrent dans la ville sans combattre. Pendant quelques semaines, une coexistence étrange s'installe. Mariadès tente de maintenir l'ordre, les Perses campent dans la ville sans provoquer de massacres massifs. Les habitants, terrifiés mais toujours vivants, espèrent peut-être que le pire est évité. Ils se trompent terriblement. Shapur observe la ville avec l'œil d'un conquérant calculateur. Il évalue sa richesse, ses monuments, ses artisans, et il prend une décision qui va changer le destin d'Antioche pour toujours. Il ne veut pas simplement piller la ville. Il veut la détruire complètement et déporter toute sa population vers la Perse. En 253, l'ordre tombe comme un couperet. Les soldats perses reçoivent l'instruction de raser Antioche. Ce qui suit dépasse l'imagination. Les temples sont incendiés, leurs trésors pillés, leurs statues brisées. Les colonnes de l'avenue principale sont renversées une par une. Le palais impérial est systématiquement démoli. Les thermes sont saccagés, leurs conduites d'eau détruites, leurs mosaïques arrachées. Le théâtre et l'amphithéâtre sont démantelés pierre par pierre. Les maisons privées ne sont pas épargnées. Les soldats perses entrent dans chaque demeure, s'emparent de tout ce qui a de la valeur, puis mettent le feu. Les ateliers des artisans sont vidés de leurs outils, de leurs matières premières, de leurs produits finis. Les entrepôts des marchands sont pillés jusqu'à la dernière amphore de vin, jusqu'au dernier sac de grains.
Pendant que la ville brûle, une opération encore plus terrible se déroule. Les habitants d'Antioche sont rassemblés dans les rues par les soldats perses. Hommes, femmes, enfants, vieillards, malades, personne n'est épargné. Les familles sont séparées de force. Les hommes d'un côté, les femmes et enfants de l'autre. Les vieillards qui ne peuvent pas marcher sont abandonnés dans les ruines fumantes de la ville. Le nombre exact de déportés reste débattu. Les sources antiques ne donnent pas de chiffres précis pour cette première déportation de 253. Mais quand on sait qu'Antioche comptait environ 500 000 habitants avant l'invasion perse, et qu'en 260, la population était réduite à une fraction de ce chiffre, on peut estimer que des dizaines de milliers, peut-être plus de 100 000 personnes, furent arrachées à leur ville lors de cette première catastrophe. La logistique de cette déportation massive défie l'imagination. Organiser le déplacement de dizaines de milliers de personnes sur plus de 1000 kilomètres nécessite une planification minutieuse. Schapur démontre ici son génie organisationnel. Les prisonniers sont regroupés en colonnes, chacune encadrée par des cavaliers perses. Les rations de nourriture et d'eau sont calculées pour maintenir les captifs sans vie, mais juste assez pour qu'ils puissent marcher. Le voyage commence. Les colonnes de prisonniers traversent la Syrie dévastée par la guerre, franchissent l'Euphrate, pénètrent en Mésopotamie. La chaleur est écrasante. La poussière recouvre tout. Les pieds nus des prisonniers saignent sur les chemins rocailleux. L'eau est rationnée sévèrement. Ceux qui tombent d'épuisement sont abandonnés sur place. Les mères portent leurs enfants aussi longtemps qu'elles le peuvent, puis doivent les abandonner quand leurs forces les trahissent. Les malades ne survivent pas longtemps. La dysenterie, la fièvre, l'épuisement tuent des centaines de personnes chaque jour. Les corps sont laissés sans sépulture, dévorés par les charognards. Les routes qui mènent de la Syrie vers la Perse deviennent jalonnées de cadavres qui marquent le passage des colonnes de déportés. Après des semaines de marche, les survivants arrivent en basse Mésopotamie et dans les provinces perses. Leur calvaire n'est pas terminé, mais sa nature change. Schapur ne les a pas déportés pour les exterminer. Il les veut vivants, utiles, productifs. Les habitants d'Antioche possèdent des compétences que l'Empire perse ne maîtrise pas ou maîtrise mal. Les architectes romains savent concevoir des villes selon le plan hippodamien, avec des rues qui se coupent à angle droit, des quartiers spécialisés, des systèmes de drainage sophistiqués. Les ingénieurs comprennent les aqueducs, les ponts, les digues. Les artisans maîtrisent des techniques de tissage, de joaillerie, de verrerie que les Perses admirent. Les mosaïstes peuvent créer des œuvres d'art qui rivalisent avec celles de Rome. Schapur installe ses prisonniers sur des terres à mettre en valeur. Il leur ordonne de construire de nouvelles villes. La plus célèbre est Bishapur, fondée spécifiquement par les déportés d'Antioche. Le nom même de la ville signifie « la belle ville de Schapur ». Son plan révèle immédiatement son origine romaine. Les rues se coupent à angle droit, créant un damier parfait. Les quartiers sont clairement délimités. Un grand palais se dresse à l'est de la ville. Une forteresse protège l'ensemble. Une rivière fournit l'eau nécessaire. Les mosaïques qui décorent le palais de Schapur à Bishapur ne trompent personne. Les motifs géométriques, chevrons, lignes brisées, carrés posés sur la pointe, viennent directement de Syrie. Les représentations féminines suivent les modèles gréco-romains. Les masques dionysiaques sont typiques de l'art hellénistique. Ces mosaïques ont été créées par des artistes antiochiens contraints de mettre leur talent au service de leurs conquérants. D'autres villes sont créées ou refondées avec les déportés. Gondé-Schapur, qui deviendra plus tard un centre intellectuel majeur, reçoit une partie des prisonniers. Mizikée est refondée comme Péros-Schapur, Schapur victorieux, sur l'Euphrate. Chaque nouvelle ville témoigne du transfert forcé de population organisé par Schapur. Les ingénieurs romains construisent également des ouvrages d'art. La bande Caïsar, la digue de César, est un pont-barrage sur la rivière Karoun dans le sud-ouest de l'Iran actuel. Cette structure impressionnante existe toujours, témoignage durable du génie des ingénieurs d'Antioche. Le barrage élève le niveau de l'eau, permettant d'irriguer des terres agricoles qui deviennent très productives. Les prisonniers qui travaillent sur ce chantier gigantesque le font dans des conditions épouvantables, mais leur savoir-faire transforme le paysage perse. À Chouchtar, une autre digue monumentale est construite par les prisonniers. Les techniques romaines de construction, supérieures à celles des Perses, permettent de créer des structures plus solides, plus durables.
Ces ouvrages augmentent la productivité agricole de l'Empire sassanide et contribuent à sa prospérité économique. Pendant ce temps, Antioche n'est plus qu'un champ de ruines. La ville qui comptait 500 000 habitants ressemble à un cimetière. Les rues sont jonchées de colonnes brisées, de statues décapitées, de murs effondrés. Les incendies ont noirci les façades qui tiennent encore debout. Les animaux sauvages errent dans les quartiers déserts. Le silence qui règne là où résonnaient autrefois les cris des marchands, les rires des enfants, les conversations des philosophes est assourdissant. Rome ne peut pas laisser cette situation perdurer. L'empereur Trébonien Gall, qui a pris le pouvoir en 251, est renversé en 253 par Émilien, qui est lui-même renversé la même année par Valérien. Ce dernier, sénateur expérimenté d'une 60aine d'années, comprend l'urgence. Il doit restaurer l'autorité romaine en Orient avant que toute la région ne bascule définitivement sous contrôle perse. Dès 254, Valérien s'installe à Antioche avec son armée. Le spectacle qui l'attend est désolant. La ville qu'il connaissait, brillante et prospère, n'existe plus. Il faut tout reconstruire. Valérien ordonne la restauration des murailles en priorité. Sans défense solide, Antioche ne pourra jamais redevenir un bastion romain. Les légionnaires deviennent des ouvriers, trimballant des pierres, reconstruisant les tours, consolidant les fondations. Les habitants reviennent lentement. Des réfugiés qui avaient fui avant l'arrivée des Perses rentrent chez eux. Des colons venus d'autres provinces sont installés dans les quartiers détruits. Mais la population ne retrouve jamais son niveau d'avant la catastrophe. Trop de gens sont morts ou ont été déportés. Les compétences des artisans antiochiens, ces savoir-faire transmis de génération en génération, ont été perdus quand leurs détenteurs ont été emmenés en Perse. Valérien guerroie contre Shapur de 254 à 260. Ces 6 années sont marquées par des batailles indécises. Parfois, les Romains l'emportent, repoussant les Perses au-delà de l'Euphrate. Parfois, Shapur contre-attaque et reprend des territoires. En 256, les Romains célèbrent une grande victoire, mais la même année, les Perses prennent Doura Europos sur l'Euphrate et la vidant complètement de sa population. Cette guerre d'usure épuise les deux camps, sans qu'aucun ne parvienne à porter un coup décisif. Valérien s'appuie sur des notables locaux pour maintenir l'ordre. Il nomme Odéna de Palmyre, riche marchand devenu chef militaire, gouverneur de Syrie-Phénicie. Cette nomination se révélera décisive pour la suite des événements. Mais en 260, personne ne peut imaginer le rôle que Palmyre va jouer dans la sauvegarde de l'Orient romain. En 257, Valérien commet une erreur politique majeure. Il lance une persécution contre les chrétiens, interdisant leur culte, ordonnant aux prêtres de sacrifier aux dieux païens sous peine d'exil ou de travaux forcés. Cette décision, inspirée par son ministre des Finances Macrien, qui veut s'emparer des biens de l'Église, crée des tensions internes au moment même où Rome doit affronter les Perses. Beaucoup de chrétiens sont emprisonnés, torturés, exécutés. L'évêque de Carthage, Cyprien, sera martyrisé en 258. Cette persécution affaiblit la cohésion de l'Empire au pire moment possible. En 260, Shapur lance une nouvelle offensive massive. Il envahit à nouveau la Syrie, l'Anatolie, l'Arménie. Les villes tombent une par une. Antioche, partiellement reconstruite par Valérien, subit probablement une nouvelle attaque. Les sources ne sont pas totalement claires sur ce point, mais il est vraisemblable que la ville, encore fragile, fut à nouveau menacée, sinon prise. Valérien rassemble une grande armée pour arrêter Shapur. Selon l'inscription que le roi perse fera graver à Kabaï et Zartosht, l'armée romaine compte des légions venues de tout l'Empire, accompagnées d'auxiliaires germains. C'est une force impressionnante, peut-être 70 000 hommes, qui se mettent en marche vers l'est pour affronter les Perses. Les deux armées se rencontrent quelque part entre Carès et Édesse, en Mésopotamie. L'emplacement exact de la bataille reste incertain. Ce qui est certain, c'est que cette rencontre va devenir l'un des pires désastres de l'histoire militaire romaine. L'armée de Valérien est en mauvais état, avant même que la bataille ne commence. Les soldats ont marché pendant des semaines dans la chaleur suffocante de la Mésopotamie. L'approvisionnement en eau et en nourriture pose des problèmes constants. Les puits sont rares dans cette région aride. Les stocks de grains s'épuisent. Les hommes souffrent de la faim et de la soif. Puis la peste frappe. Une épidémie, probablement de typhus ou de variole, se propage dans les rangs romains.
Chaque jour, des centaines de soldats tombent malades. Beaucoup meurent. Les survivants sont affaiblis, fiévreux, incapables de combattre efficacement. Les cadavres s'accumulent dans le camp romain, propageant encore plus la maladie. Shapur observe cette armée qui se désintègre lentement. Il n'a aucune raison de précipiter la bataille. Sa cavalerie encercle les Romains près d'Édesse. Les archers perses harcèlent constamment les légionnaires, tirant leurs flèches, puis se retirant avant que l'infanterie romaine ne puisse les attraper. C'est une tactique que les Perses maîtrisent parfaitement. Valérien tente plusieurs sorties pour briser l'encerclement. Chaque fois, ses légions se heurtent à un mur de flèches. Les cavaliers perses, montés sur leurs chevaux rapides, tournent autour des formations romaines comme des loups autour d'un troupeau. Les Romains ne peuvent pas les attraper, mais ne peuvent pas non plus se protéger complètement de leurs attaques. Après plusieurs jours de ce cauchemar, la situation devient insoutenable. L'eau manque cruellement. Les soldats meurent de soif autant que de la peste. Les blessés gémissent dans le camp, sans que personne ne puisse les soigner correctement. Les cadavres pourrissent sous le soleil, créant une puanteur insupportable qui achève de démoraliser les survivants. Valérien comprend qu'il n'a plus le choix. Il doit négocier ou voir son armée anéantie jusqu'au dernier homme. Il envoie des émissaires au camp de Shapur pour proposer des pourparlers. Les circonstances exactes de ce qui suit restent controversées. Les sources romaines et perses racontent des versions différentes. Selon les Romains, Valérien voulait acheter le droit de faire retraite honorablement. Il était prêt à verser une rançon importante pour sauver ce qui restait de son armée. Mais Shapur, sentant la victoire totale à portée de main, refusa toute négociation. Il exigea la reddition inconditionnelle. Valérien décida de se rendre au camp perse pour négocier en personne, accompagné de son état-major. Dès qu'il entra dans le camp perse, il fut fait prisonnier avec tous ses officiers. L'inscription perse de Shapur raconte une version légèrement différente. Selon ce texte, Valérien affronta la principale armée perse avec ses 70 000 hommes et fut défait sans appel. Tous les soldats romains furent tués ou faits prisonniers. L'empereur lui-même fut capturé sur le champ de bataille avec de nombreux officiers de haut rang, dont un préfet du prétoire. Quelle que soit la version exacte, le résultat est le même. Valérien, empereur de Rome, devient prisonnier de Shapur Ier, roi des rois de Perse. C'est un événement sans précédent dans l'histoire romaine. Des généraux ont été capturés avant, des armées entières ont été anéanties, mais jamais un empereur régnant n'était tombé vivant aux mains de l'ennemi. L'onde de choc qui traverse l'Empire romain est immense. Quand la nouvelle parvient à Rome, c'est l'incrédulité, puis la panique. Comment est-ce possible? Rome, qui a conquis le monde connu, qui a vaincu Carthage, qui a soumis la Gaule, qui règne sur la Méditerranée, vient de voir son empereur capturé par des barbares d'Orient. Shapur comprend immédiatement la valeur de sa prise. Il ne se contente pas de garder Valérien prisonnier, il transforme sa captivité en spectacle permanent destiné à humilier Rome aux yeux du monde entier. Le roi perse ordonne la création de monuments commémorant sa victoire. Des bas-reliefs sont sculptés dans la roche sur plusieurs sites de l'Empire perse. Le plus impressionnant se trouve à Bishapur, la ville construite par les déportés d'Antioche. Le bas-relief montre Shapur à cheval, richement vêtu, dominant la scène. Sous le cheval gît le corps de Gordien III, mort lors de la campagne de 243. À l'avant se tient Philippe l'Arabe, l'empereur qui a négocié la paix de 244 dans une posture de soumission. Derrière Shapur, Valérien est représenté debout, retenu par la main du roi perse. L'image ne laisse aucun doute. Rome est vaincue, humiliée, soumise. Un autre bas-relief, à Nakshi Rustam, montre Valérien agenouillé devant Shapur. Cette représentation deviendra iconique, copiée et recopiée pendant des siècles. Elle incarne l'humiliation suprême de Rome face à la Perse. Les voyageurs qui passent devant ce relief ne peuvent qu'être impressionnés par la puissance perse et l'abaissement romain. Shapur fait également graver une longue inscription en 3 langues, moyen perse, parthe et grec, sur plusieurs sites. Ce texte, connu sous le nom de Regesta et Divi Saporis, énumère toutes ses victoires sur Rome. Il liste les villes conquises, les provinces dévastées, les milliers de prisonniers capturés. Le ton est triomphal, presque méprisant envers Rome. Le sort de Valérien, en captivité,
alimente les légendes pendant des siècles. Les sources chrétiennes, écrites longtemps après les faits, racontent des histoires atroces. Selon ces récits, Shapur aurait contraint l'empereur romain à servir de marchepied humain chaque fois qu'il voulait monter à cheval. Le vieil empereur, âgé de plus de 60 ans, devait se mettre à quatre pattes pendant que le roi perse posait son pied sur son dos pour se hisser en selle. D'autres histoires sont encore plus horribles. Certaines sources affirment que Shapur fit boire de l'or fondu à Valérien, le tuant dans d'atroces souffrances. D'autres racontent qu'il fut écorché vif, sa peau tannée et exposée dans un temple perse comme trophée permanent. Une version prétend que son corps fut empaillé après sa mort et conservé dans une armoire, montrée aux ambassadeurs romains pour les humilier. Les historiens modernes doutent fortement de ces récits. Ils ressemblent trop aux histoires que les auteurs chrétiens aimaient raconter pour montrer les châtiments divins frappant les persécuteurs de l'Église. Valérien, ayant lancé une violente persécution contre les chrétiens en 257, ces auteurs avaient toutes les raisons de présenter sa captivité comme une punition méritée. La réalité fut probablement moins spectaculaire, mais tout aussi tragique. Valérien vécut ses dernières années en captivité en Perse, traité avec un certain respect comme prisonnier de haute importance, mais privé de sa liberté et de sa dignité. Il mourut à une date inconnue, quelque part en Perse, loin de Rome, loin de sa famille. Son corps ne fut jamais rapatrié pour recevoir les honneurs funéraires dus à un empereur. Après la capture de Valérien, Shapur poursuit son offensive. Il prend Césarée en Cappadoce et déporte 400 000 de ses habitants, selon les sources antiques. Ce chiffre est probablement exagéré, mais il témoigne de l'ampleur des déportations. Des centaines de milliers de personnes sont arrachées à leur foyer et emmenées vers la Perse pour être installées dans de nouvelles villes ou pour travailler sur de grands chantiers. Shapur attaque ensuite la Cilicie, mais rencontre enfin une résistance efficace. Une armée romaine menée par Macrien, Baliste et Odéna de Palmyre parvient à repousser les Perses. Cette victoire, bien que tardive, sauve l'Asie mineure d'une conquête totale. Shapur décide de se retirer, emmenant avec lui un butin gigantesque et des milliers de prisonniers. La catastrophe de 260 plonge l'Empire romain dans le chaos politique. Galien, fils de Valérien qui partageait le pouvoir avec son père, reste le seul empereur légitime. Mais Galien contrôle seulement l'Occident. En Orient, il n'a plus d'autorité. Macrien, qui s'est emparé du trésor impérial, proclame empereur ses deux fils, Macrien, le jeune, et Quiétus. D'autres généraux se déclarent empereurs le long de la frontière du Danube. L'empire se fragmente en plusieurs entités rivales. À l'ouest, un empire gaulois indépendant se forme, contrôlant la Gaule, la Bretagne et l'Hispanie. En Orient, Odéna de Palmyre devient de facto le maître de la région, bien qu'il maintienne une fiction de loyauté envers Galien. L'Empire romain, qui dominait le monde méditerranéen depuis des siècles, menace de se disloquer complètement. Odéna prend la tête de la contre-offensive en Orient. Il prétend avoir intercepté l'armée de Shapur lors de son retour vers la Perse et lui avoir infligé de lourdes pertes. Il affirme même avoir mené 2 expéditions jusqu'aux environs de Ctésiphon, la capitale perse, entre 260 et 267. Ces affirmations sont sujettes à débat. Elles peuvent être de la propagande destinée à renforcer le prestige d'Odéna. Mais elles témoignent au moins de la tentative romaine de reprendre l'initiative après le désastre. Pendant ce temps, les déportés d'Antioche et d'autres villes s'adaptent à leur nouvelle vie en Perse. Contre toute attente, Shapur se montre relativement tolérant envers eux. Les chrétiens déportés reçoivent l'autorisation de reconstruire leurs églises et de prêcher librement. Cette tolérance surprend, mais elle s'inscrit dans la politique générale de Shapur qui cherche à utiliser toutes les religions comme instrument de contrôle social. Les Juifs déportés bénéficient également d'un traitement favorable. Les sources juives conservent le souvenir des audiences bienveillantes que Shapur accorda aux chefs de leur communauté. Le roi perse voyait dans les différentes confessions des relais potentiels de son autorité, des moyens de maintenir l'ordre parmi les populations déportées. Cette tolérance religieuse ne signifie pas que la vie des déportés était facile. Ils restaient des prisonniers, des esclaves forcés de travailler pour construire les monuments et les villes de leurs conquérants. Mais au moins pouvaient-ils pratiquer leur religion, maintenir leurs traditions, préserver leur identité culturelle.
Dans le contexte brutal de l'Antiquité, c'était déjà beaucoup. Les compétences des déportés transformèrent l'Empire sassanide. L'architecture perse intégra des éléments romains. Les techniques de construction s'améliorèrent. Les systèmes d'irrigation devinrent plus sophistiqués. L'artisanat atteignit de nouveaux sommets de qualité. Cette fusion forcée entre culture romaine et perse produisit des résultats remarquables. Gondé Shapur, construite par les prisonniers, devint l'un des centres intellectuels les plus importants de l'Antiquité tardive. Son école de médecine attira des étudiants de tout le Moyen-Orient. Les médecins formés à Gondé Shapur combinaient les connaissances grecques, romaines, perses et indiennes, créant une synthèse médicale unique. Quand les Arabes conquirent la Perse au 7e siècle, ils héritèrent de ce savoir et le transmirent au monde islamique. La bibliothèque de Gondé Shapur conserva des textes grecs et romains qui auraient pu être perdus ailleurs. Les savants perses traduisirent ces œuvres, les commentèrent, les enrichirent. Cette préservation du savoir antique joua un rôle crucial dans l'histoire intellectuelle de l'humanité. À Rome, Galien publie dès 260 un édit de tolérance envers les chrétiens. Il met fin aux persécutions lancées par son père, restitue les biens confisqués aux églises, autorise à nouveau le culte chrétien. Cette décision inaugure la « petite paix de l'Église », une période de 40 ans pendant laquelle les chrétiens peuvent pratiquer leur religion sans craindre la persécution. Cette paix ne prendra fin qu'avec Dioclétien au début du 4e siècle. Macrien refuse catégoriquement de négocier avec les Perses pour libérer Valérien. Il n'a aucun intérêt au retour de l'ancien empereur. Lui qui a mis ses propres fils sur le trône craint que Valérien ne revienne réclamer le pouvoir. Galien, de son côté, n'est pas en mesure d'intervenir. Il a perdu le contrôle de l'Orient et ne dispose pas des ressources financières pour payer une rançon. L'empereur captif est abandonné à son sort par les Romains eux-mêmes. Antioche tente de se reconstruire encore une fois. La ville, qui comptait 500 000 habitants avant les invasions perses, n'en compte probablement plus que 100 000 ou 150 000 au mieux. Les quartiers entiers restent déserts. Les monuments ne sont que partiellement restaurés. L'activité économique s'est effondrée. Les ateliers d'artisans qui faisaient la réputation de la ville ont disparu avec la déportation de leurs propriétaires. Les colons qui s'installent à Antioche viennent d'autres provinces de l'Empire. Ils n'ont pas les compétences des Antiochiens d'origine. Les tisserands ne savent pas créer les étoffes de luxe qui faisaient l'admiration des patriciens romains. Les joailliers ne maîtrisent pas les techniques sophistiquées de leurs prédécesseurs. Les mosaïstes ne peuvent pas égaler la finesse des œuvres anciennes. Antioche a perdu son âme avec ses habitants. La ville continue d'exister, mais comme l'ombre de ce qu'elle fut. Elle reste un centre administratif important, une base militaire pour les campagnes contre les Perses, un carrefour commercial. Mais elle n'est plus la perle de l'Orient, la 3e ville de l'Empire, le joyau qui rivalisait avec Rome et Alexandrie. L'impact psychologique de ces événements sur le monde romain fut considérable. Pendant des siècles, Rome s'était considérée comme invincible. Les légions avaient conquis le monde connu. L'idée qu'un empereur puisse être capturé vivant était impensable. Cette certitude venait de voler en éclats. Les citoyens de l'Empire découvrent que Rome n'est pas éternelle. Les frontières peuvent être franchies, les villes peuvent être détruites, les populations peuvent être déportées. L'empereur lui-même peut être humilié. Cette prise de conscience alimente la peur, le désespoir, la remise en question des fondements mêmes de la civilisation romaine. Les soldats perdent confiance en leur commandant. Si même un empereur expérimenté comme Valérien peut être vaincu et capturé, qui peut garantir la sécurité? Les légionnaires commencent à proclamer leurs propres généraux comme empereurs, espérant qu'un nouveau chef saura restaurer la gloire de Rome. Cette multiplication des usurpations aggrave encore le chaos. Les provinces se demandent si Rome peut encore les protéger. Si l'Empire n'arrive pas à défendre Antioche, une de ses plus grandes villes, comment peut-il protéger les cités moins importantes? Cette interrogation conduit certaines régions à chercher des arrangements locaux, à payer tribut aux barbares pour acheter la paix, à se détacher progressivement de l'autorité centrale. Shapur, quant à lui, consolide sa légende. Il n'est plus simplement le roi des rois de Perse. Il devient le conquérant qui a humilié Rome, le monarque qui a fait prisonnière la majesté impériale elle-même. Les victoires de Shapur Ier transformèrent profondément l'Empire sassanide.
Cette dynastie récente acquit une légitimité que des siècles de règne pacifique n'auraient jamais pu lui donner. Les bas-reliefs commémorant ses triomphes devinrent des lieux de pèlerinage où les sujets perses contemplaient les images de l'empereur romain agenouillé et vaincu. Cette propagande visuelle renforça la cohésion nationale en démontrant la supériorité perse sur Rome. Les scribes perses enseignèrent aux générations suivantes que leur roi avait vaincu Rome à 3 reprises, capturant 3 empereurs, Gordien III, Philippe l'Arabe et Valérien. Cette version de l'histoire, bien qu'exagérée, construisit un récit national fondé sur la victoire face à l'Occident. Cette mémoire perdura bien au-delà du règne de Shapur, survivant même à la chute des Sassanides face aux Arabes musulmans au 7e siècle. En 2024, l'Iran moderne érigea une statue montrant Valérien agenouillé devant Shapur, preuve que cette mémoire conserve une charge émotionnelle 17 siècles après les faits. Les déportations massives organisées par Shapur créèrent des bouleversements démographiques durables. Des centaines de milliers de personnes furent déplacées de l'ouest vers l'est, modifiant la composition ethnique et culturelle de vastes régions. Les villes perses, accueillant ces déportés, devinrent plus cosmopolites et diversifiées. Cette diversité produisit des échanges culturels inattendus. Les langues se mélangèrent, le grec et le latin influençant le moyen perse. Les traditions culinaires fusionnèrent. Les techniques artisanales se combinèrent, créant de nouveaux styles. L'architecture sassanide intégra définitivement des éléments romains. Le plan en damier des villes, typiquement gréco-romain, devint standard dans l'Empire perse. Les techniques de construction romaines furent adoptées et perfectionnées. L'art perse montra clairement l'influence romaine après 260, notamment avec les mosaïques importées par les artisans déportés qui ornèrent les palais sassanides. Cette synthèse créa un style unique, fusion des traditions romaines et perses. Antioche subit encore d'autres catastrophes. En 526, un terrible tremblement de terre détruisit une grande partie de la ville, faisant plus de 250 000 victimes. L'empereur byzantin Justinien la reconstruisit, la rebaptisant Théopolis, cité de Dieu. Mais en 540, les Perses de Khosro Ier prirent à nouveau la ville, la pillèrent et déportèrent ses habitants près de Ctésiphon. L'histoire se répétait tragiquement. La ville fut ensuite conquise par les Perses en 614, reprise par l'empereur Héraclius, puis enlevée par les Arabes en 638. Les croisés la prirent en 1098 après un siège de 8 mois, en faisant la capitale d'une principauté franque. Mais en 1268, le sultan Mamlouk Beybars la mit à sac. Cette destruction finale acheva l'histoire d'Antioche comme grande cité. Aujourd'hui, Antioche n'est qu'une ville moyenne du sud de la Turquie, Antakya, peuplée d'environ 250 000 habitants. Les ruines de son glorieux passé restent visibles. Les mosaïques miraculeusement préservées sont exposées dans les musées du monde entier, derniers vestiges tangibles de sa splendeur ancienne. Le destin d'Antioche illustre la fragilité des civilisations. Une métropole de 500 000 habitants, 3e ville de l'empire le plus puissant du monde, fut détruite et vidée de sa population en quelques années. Cette histoire enseigne que la puissance n'est jamais permanente. Rome découvrit ses limites face à un adversaire déterminé. Shapur vainquit Rome militairement et psychologiquement, sapant la confiance des Romains en leur invincibilité. Les déportations massives eurent des conséquences dépassant les objectifs militaires. En vidant les villes romaines, Shapur créa une diaspora involontaire qui transforma les deux civilisations. Les compétences des déportés enrichirent la Perse tout en appauvrissant Rome. La capture de Valérien reste l'événement le plus symbolique. Pour la première et unique fois, un empereur romain tomba, vivant aux mains de l'ennemi. Cette humiliation marqua les esprits pour des siècles. Mais cette catastrophe força Rome à évoluer. L'empire qui émergea de la crise du IIIe siècle était différent, plus militarisé, plus centralisé, plus autoritaire. Dioclétien, qui prit le pouvoir en 284, réforma complètement l'empire. Il le divisa en 2 parties avec chacune son empereur, multiplia les provinces, réorganisa l'armée et stabilisa l'économie. Ces réformes sauvèrent l'empire mais transformèrent profondément sa nature. Le Haut Empire céda la place au Bas Empire, monarchie absolue où l'empereur était vénéré comme un dieu vivant.
La rivalité entre Rome et la Perse continua pendant des siècles sans qu'aucun empire ne parvienne à détruire l'autre. Cette confrontation épuisa les deux puissances. Quand les Arabes et musulmans lancèrent leur conquête au 7e siècle, ils trouvèrent deux empires affaiblis. L'empire sassanide s'effondra entre 633 et 651. L'empire byzantin perdit ses provinces les plus riches, mais survécut jusqu'en 1453. Les descendants des déportés s'intégrèrent progressivement dans l'empire perse, puis arabe, mais le souvenir d'Antioche subsista dans la mémoire collective. Les communautés chrétiennes de Mésopotamie gardèrent la mémoire de leurs origines syriennes. Ces récits, embellis par la nostalgie, transformèrent Antioche en paradis perdu. Les sites de Bishapur, Gondéshapur et le pont-barrage de Chouchtar rappellent le prix humain de ces réalisations. L'histoire d'Antioche et Shapur montre que les grandes réalisations ont souvent été construites sur la souffrance. La guerre ne crée que des victimes. Derrière chaque victoire militaire se cachent des milliers de destins brisés. L'année 260 marque un tournant dans l'histoire antique. Le monde romain découvrit qu'il n'était pas invincible. Le monde perse célébra sa renaissance. Entre les deux, des centaines de milliers de personnes ordinaires payèrent le prix de cette confrontation. L'histoire d'Antioche résonne encore aujourd'hui. Elle rappelle que même les plus grandes villes peuvent être détruites, que les populations peuvent être déplacées de force, que les empires les plus puissants peuvent être humiliés. Ces leçons restent pertinentes dans notre monde moderne où les guerres créent des millions de réfugiés et détruisent des villes millénaires. La tragédie d'Antioche et la capture de Valérien sont des rappels permanents de ce que l'humanité est capable de s'infliger quand l'ambition et la soif de pouvoir prennent le dessus